Et avant de se quitter, on vous présente dans ce 6-9 un nouveau duo. Ils sont belges, ils veulent nous parler du français, de la langue française. Mais non, on ne va pas vous obliger à faire une dictée, c'est bien plus drôle que ça. Avec Euth et Piron. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Jamy, tu sais que normalement, on ne devrait pas pouvoir dire « c'est pas sorcier ». On devrait dire « ce n'est pas sorcier ». Oh, c'est pas grave. Jamy, ce n'est pas grave. Ok, je ne le dirai plus. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Bonjour à tous, le français n'existe pas. Ah, ça commence bien. C'est avec cette phrase que le grand professeur Jean-Marie Klinkenberg introduisait ma toute première leçon de linguistique à l'université de Liège en Belgique en 1996. Quand on entame des études pour devenir prof de français, ça la fout mal. Oui, j'avoue. Quand on demande à un linguiste « Est-ce que ça se dit, ça ?» il répond en général « Ben ouais, tu viens de le faire ». Quand on lui demande « Est-ce que j'ai le droit de dire ça ?» ou « Est-ce que ça existe en français ?» ça le fait sourire parce qu'on se réfère souvent à un français qui n'existe pas, c'est-à-dire à un français qui ne correspond pas à celui que les gens pratiquent dans la réalité. Ce sont pourtant ces usages réels que les linguistes étudient, comme un scientifique observe les êtres vivants, alors que le prof de français, lui, c'est plutôt le curé de la langue. Le français scolaire est un modèle de français, ou plutôt un français modèle qu'on appelle le français standard ou le français académique, celui de la grammaire scolaire, celui qui dit une phrase débute par une majuscule et se termine par un point, celui qui dit qu'on doit pratiquer l'inversion du sujet et du verbe dans les phrases interrogatives. Viendras-tu boire un verre avec moi samedi soir ? Au mieux, tu parles comme Siri, au pire, tu sonnes comme un psychopathe. Oui, ça fait un petit peu peur. Hein. Celui qui dit encore que la tournure « moi, je » ou « nous, on » est un emploi fautif ou un tic de langage. Nous, on voit pas le problème, parce que la linguistique s'intéresse à la langue telle qu'elle est, et non telle qu'elle devrait être. On a appelé nos chroniques « Tu parles », parce que la langue française, en vrai, et avant tout, tu la parles. Bon, déjà, ça s'appelle la langue. La linguistique nous rappelle en effet que la langue est avant tout orale, qu'elle précède l'écrit, qui a été au départ inventé pour transmettre la langue orale. Or, nos modèles scolaires de description de la langue sont presque exclusivement graphiques, voire orthographiques. Par exemple, Amélie, combien existe-t-il de voyelles en français ? On la colle. 5, 6 ? Oui, si on compte le Y qui est une semi-voyelle. En réalité, la langue française possède 16 voyelles. Celles auxquelles on ne pense pas directement sont le « et », le « est », le « un », le « ou », le « e ». On a tous une représentation de notre langue qui passe d'abord par l'écrit à cause de la place que l'écrit a pris dans l'enseignement du français. Prise. Oui, à l'école, on ne fait pratiquement que de l'écrit. Et on pense que c'est le dictionnaire qui donne son sens au mot. Alors qu'en fait, il ne fait dans le meilleur des cas que d'essayer de le saisir. Parce que le sens d'un mot, ça passe avant tout par son contexte. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de comprendre la langue des schtroumpfs. Tout le monde a parfaitement schtroumpfé ce que je viens de dire. Ah oui, là c'est votre côté belge. Hein. Voilà. Nos chroniques s'appellent « Tu parles » parce que « tu parles » c'est tellement plus que la deuxième personne du singulier de l'indicatif présent du verbe parler. Par exemple, l'Académie française, une référence, tu parles. En fonction des contextes ou de l'intonation, les mots peuvent prendre des sens radicalement différents. Un enfant signale à un autre qu'il a perdu au jeu du roi du silence. Tu parles. Un homme réalise que son chien vient de lui dire un truc. Tu parles. Deux flics décident qui doit annoncer le décès à la famille. Tu parles. L'étude du contexte en linguistique, ça s'appelle la pragmatique. La pragmatique nous explique par exemple que la phrase « Pierre mange une pomme » ne signifie pas vraiment qu'une personne nommée Pierre se nourrit avec un fruit. Cette phrase dit surtout « Je suis un exemple de grammaire ». Qui est ce Pierre ? Pourquoi mange-t-il une pomme ? Tout le monde a compris que Pierre, ça n'est pas le sujet. Le français scolaire ou académique n'est qu'une vision hors contexte de la langue et de ses usages. Mais elle n'est pas toujours suffisante, ou plutôt elle est toujours insuffisante, pour parler de la langue réelle dans son milieu naturel. Tu parles, c'est enfin le titre d'une super chanson. Ah oui, on l'adore, Philippe Catherine. De Philippe Catherine, qui contient en sous-texte cette délicieuse ambiguïté des énoncés qui fait que notre langue est bien plus riche et bien plus subtile que ce que les puristes et les académiciens veulent bien nous le laisser entendre. Bla 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 bla. C'est la raison pour laquelle la scène de Léonard de Vinci est tellement abîmée, parce qu'il l'a peint à même le mur. Je me souviens des 3 années, des 3 éditions de Cannes que j'ai couvert pour la radio Europe 1. Les réformes structurelles qu'ont fait les Allemands, qu'ont fait les Anglais, nous ne les avons pas fait. En vérité, on a une langue française très riche, qu'on a appris à l'école. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla.
Bonjour à tous. Les Belges ont déclaré la guerre aux Français. Ah, vous y allez fort, là. Ah, c'est pas nous qui le disons, c'est le journal Libération qui titrait en septembre dernier la guerre que les Belges ont déclarée, avec le E final de déclarer barré en rouge. Tout ça parce que 2 profs belges, Alors, vous deux, en l'occurrence. tout à fait, ont relayé une proposition du Conseil de la langue de Belgique qui visait à rendre les accords du participe passé avec l'auxiliaire avoir invariables. Bon, d'abord, il y a vraiment que les Français pour penser que l'orthographe, c'est la guerre. Mais on va rassurer tout le monde tout de suite, cet accord a déjà disparu. Pour une raison très simple, il ne sert pratiquement plus à rien. Si l'accord du participe passé était nécessaire, on devrait le faire à l'oral pour se comprendre. Or, l'immense majorité des verbes français se terminent en ER, comme manger ou parler. Du coup, on n'entend pas l'accord. Les pommes que j'ai mangées, et on n'entend pas le ES. Et pour la poignée de verbes qui restent, comme dire ou mettre, les gens oublient de faire l'accord 1 fois sur 2, comme en attestent les études de Blanche Benveniste, la linguiste. Oui, tout à fait. Et ça vaut pour tout le monde, du bibliothécaire à l'employé de Carouache, en passant par les candidats de Les Républicains. Bref, au final, on entend l'accord dans 1% des cas. 1% Oui, seulement 1%, c'est pas une manière de parler, c'est le chiffre exact. Quand on vous disait qu'il a pratiquement disparu. Bon, on vous sent encore un peu tendu. Effectivement, oui. Ce n'est pas parce que les gens oublient de faire l'accord qu'on doit le supprimer. Depuis quand on supprime une règle parce qu'elle est trop compliquée? Et vous avez entièrement raison. On ne supprime pas cette règle parce qu'elle est trop compliquée. On la supprime parce qu'elle est absurde, parce qu'elle ne correspond plus à la logique de la langue. L'invariabilité du participe passé avec avoir, c'est pas une idée de prof paresseux. C'est le résultat des recherches de grammairiens tels que Marc Wilmey, Claude Grua ou Dan Van Ramdonk. Et ce que ces chercheurs ont mis en lumière, c'est que, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne fonctionne plus comme un adjectif. Il est donc grammaticalement correct de ne plus l'accorder. Alors, plus d'explications en 3 minutes, c'est compliqué, mais on vous encourage à aller voir sur participepassé.info. Ah oui, il y a carrément un site. Hein. Voilà. Oui, je vous sens encore un peu dubitatif. Vous avez un exemple qui vous trotte en tête et qui prouve que le participe passé est utile. Il s'agit d'une phrase qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Ah oui, je l'ai vu. La mort de l'homme que j'ai tant désiré. Voilà, la mort de l'homme que j'ai tant désiré et, dans ce premier cas, c'est l'homme qui est désiré. La mort de l'homme que j'ai tant désiré et ici, c'est sa mort qui est désirée. Cet exemple prouverait la nécessité de l'accord du participe passé avec avoir. En réalité, le vrai problème de cette phrase, ce n'est pas l'accord du participe passé. Le vrai problème, c'est sa syntaxe maladroite. Mettons cette phrase au présent, par exemple. La mort de l'homme que je désire. Il est impossible de savoir si je désire l'homme ou la mort. Cette phrase est tout aussi ambiguë avec ou sans participe passé. Dans les débats sur l'orthographe, ce qu'on a perdu, c'est surtout le sens des proportions. On tente de nous faire croire que la langue est parfaite et que la moindre modification serait une perte irrémédiable, qu'on ne pourrait toucher à un seul de ses cheveux sans lui tondre le crâne. On oublie qu'il y a 2 plateaux dans la balance et on conserve une règle avec 22 pages d'exception parce qu'on a trouvé un exemple rigolo. Ouais, 22 pages quand même. Hein. Oui, la seule chose que cet exemple peut prouver, c'est qu'on peut tout à fait enfoncer un clou avec une clé à molette. Ça marche. Est-ce qu'une règle mal adaptée, archaïque et surtout chronophage peut désambiguiser un énoncé ? Ça arrive. Dans le réel, cette phrase, la mort de l'homme que j'ai tant désiré, possède toujours un contexte. Elle est prise dans un paragraphe où les personnages sont connus. Elle est mise dans la bouche de la Juliette de Shakespeare ou dans celle de la marquise de Merteuil. Les liaisons dangereuses. Elle est forcément complétée par les informations nécessaires à la compréhension du lecteur. La mort de cet homme que j'ai tant désiré me rend inconsolable. Ou, à l'inverse, ça n'est pas l'amour, mais la mort de cet homme que j'ai tant désiré. La langue hors contexte, c'est un petit peu comme les tomates hydroponiques. Vous savez, ces tomates qui poussent hors sol, sans terre, et dont les racines trempent dans des liquides artificiels. Une phrase sans contexte, c'est comme une tomate sans goût. Putain, c'est beau ce que tu dis. Bonjour Amélie. Bonjour. Numéro 7, je vais au coiffeur. De toute façon, c'est bien simple. Si un jour mon gosse me sort qu'il va au coiffeur, je l'abandonne sous un pont sur une nationale. Il mériterait pas mieux. On va chez le coiffeur. Par contre, tu vas finir au bagne. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Bonjour à tous. Un truc qui est sûr quand on fait des chroniques sur France Inter, c'est qu'il faut à tout prix éviter de parler des nazis. Ah oui, je confirme. Pas de blague sur Hitler, pas de référence aux années 30, aucune allusion surtout aux fameuses heures les plus noires de notre histoire. Il paraît même qu'Alex Vizorek ne porte plus de chemise Hugo Boss depuis sa blague sur Leni Riefenstahl. Oui, pourtant il existe un nazi dont on peut parler sans problème, c'est le fameux grammar nazi, donc le nazi de la grammaire pour contenter les plus anglophobes d'entre vous. Si on peut parler du grammar nazi, c'est parce qu'il se désigne lui-même comme nazi. Bon, c'est vrai que l'expression être
au départ plutôt utilisée pour calmer les velléités des chasseurs de fautes, ceux qui s'intéressent plus à ton circonflexe qu'à tes arguments. Pourtant, aujourd'hui, la majorité des gens utilisent cette expression pour signaler qu'ils sont eux-mêmes grammar nazi. On a vérifié ça grâce à une méthode empirique de pointe. On a tapé le hashtag grammar nazi sur Twitter. Alors certains l'utilisent avec la douce hypocrisie du type qui s'excuse de l'être. Je suis peut-être un peu sourcilleux, mais accorde ton participe passé, hashtag grammar nazi. Désolé de te reprendre, mais emmerdeur, ça prend 2 M, hashtag grammar nazi. Mais attendez, grammar nazi, c'est un anglicisme, hein? Oui, un anglicisme pour évoquer leur propre purisme, alors que le mot puriste, précisément, existe en français. La notion de purisme elle-même est connotée. C'est quoi une langue pure? L'enfer est pavé de bonnes intentions, et tout comme le puriste, le grammar nazi se rêve en héros de la langue française, en redresseur de tort linguistique, en justicier du bon usage, en véritable chevalier de l'orthographe, avec sa panoplie complète de super-héros du bicorne à plume à la petite épée. L'intolérance linguistique du grammar nazi est perçue comme une valeur positive, une sorte de rigueur morale qui fait de lui un intraitable qui ne cède pas face à la barbarie, ou plutôt au barbarisme. Aller au coiffeur. Écrire ça sur Twitter, Amélie, c'est vous assurer une solide blessure à l'ego dans les prochaines 24 heures. Je vais éviter, hein. Pourtant, il est normal que la langue hésite entre chez, qui vient du latin casa, qui signifie précisément à la maison de, et au, qui désigne tout simplement un lieu, une destination. En effet, aller au coiffeur n'est plus réellement une faute depuis que les coiffeurs n'habitent plus sur leur lieu de travail. C'est la manifestation d'une évolution spontanée de la langue qui s'adapte à l'évolution des réalités qu'elle désigne, en dépit de ce qu'en pensent les grammar nazis. Cet exemple, on l'a trouvé dans le livre des linguistes Laëlia Véron et Maria Candea. Le français est à nous. C'est un superbe exercice de pensée critique sur la langue. En effet, on n'interroge jamais vraiment les normes auxquelles le grammar nazi se réfère pour vous remettre sur le droit chemin. Sa grammaire est un dogme. Tout ce qu'il faudrait respecter serait respectable. L'orthographe est sacrée et Becherel est son prophète. Et cette intolérance justifie même une forme de violence qui peut aller jusqu'à l'insulte. Ton circonflexe, bordel, hashtag grammar nazi. Tolérance, c'est avec AN, connard, hashtag grammar nazi. On va se calmer, messieurs? Oui, mais avec la grammaire, insulter les gens, on peut. Des insultes qui, toujours selon notre méthode empirique de pointe, bénéficient d'un succès indéniable attesté par un nombre de retweets largement supérieur à la moyenne. Vous connaissez Becherel ta mère? Ah oui, oui, oui. Eh bien, c'est un compte Twitter très suivi dont le principe est d'insulter copieusement les gens qui font des fautes d'orthographe et de les exposer aux yeux de tous. Ça fait un peu penser au fameux site intitulé « Les perles du bac ». Des enseignants qui exposent les plus belles fautes de leurs élèves. On n'imagine pas un instructeur d'auto-école exposer les plus beaux accidents des automobilistes qu'il a formés. On attend encore les perles des bègues diffusées par les orthophonistes. Oui, suite au succès de son compte, Becherel ta mère a même publié un livre dans lequel il compile toutes ses plus belles insultes et sobrement intitulé « Je t'apprends le français, bordel ». Alors du coup, on avait juste envie de lancer un nouveau hashtag sur Twitter, hashtag ta mère Becherel ta mère. Bonjour Amélie. Bonjour Amélie. Je vous propose de découvrir les coulisses de l'Académie française. Depuis sa création, cette prestigieuse institution a accueilli en son sein plus de 700 immortels. Voilà, votre épée sert à quelque chose, à défendre la langue française. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Bonjour à tous. Lors de notre dernière chronique, on a un peu malmené les puristes. Et les grammars nazis, hein, oui, dont on a ceux déjà qui parlé. disent souvent qu'en français tout fout le camp, que la langue dépérit, etc. Alors aujourd'hui, on a voulu nuancer un peu en se demandant ce qui mettait vraiment la langue française en danger. On est allé poser la question à Jean-Marie Klinkenberg, grand sémiologue et président du Conseil de la langue française de Belgique. Et vous savez ce qu'il nous a répondu, Amélie? Ouais, dites-moi. Il nous a répondu l'Académie française. Alors, comme on est un peu curieux, on s'est renseigné et on a découvert un truc assez dingue. L'Académie française, c'est du flan. L'Académie est une institution où la Révolution française n'a pas eu lieu. Ou plutôt, la Révolution l'avait supprimée, mais elle a été réhabilitée par Napoléon. À l'origine, elle est une manière qu'a trouvé Richelieu de s'accorder les grâces des écrivains de la cour en les mettant sous sa protection. Elle est donc d'ancien régime, pas républicaine. Plus incroyable encore, il n'y a pas de linguiste à l'Académie française. Un peu comme s'il n'y avait pas de mécanicien au contrôle technique. La lexicographe Josette Redebov, qui a longtemps dirigé le dictionnaire Le Robert, déclarait à son sujet « Il n'y a pas de pensée sur la langue qui émane de l'Académie française, ni même de méthode. » En 1932, elle a bien tenté de publier une grammaire dont le linguiste Ferdinand Bruno disait qu'il fallait à tout prix en préserver le public.
Il rédige quand même un dictionnaire, non? Oui, mais le dernier date de 1935 et la nouvelle édition, entamée au début des années 80, en est actuellement à la lettre S. Oui, ils ne sont que 10 académiciens sur 40 à travailler à ce dictionnaire, qui est pourtant leur seule raison d'exister. Et pour ce faire, ils engagent des agrégés anonymes comme prête-plume. L'Académie française est un titre honorifique, pas scientifique. Ce sont des chevaliers, ce qui explique qu'ils se déguisent et qu'ils ont une épée. Une petite épée. Hein. Oui, tout à fait. Il s'agit bien d'une petite épée qui représente bien la langue qu'ils prétendent défendre. Un objet de prestige, serti de diamants et autres fioritures, mais qui la rend tout à fait inutilisable. L'Académie française met la langue en danger parce qu'elle réduit la langue. Elle empêche la création lexicale en prétendant valider les mots, comme on attribue des attestations d'origine contrôlée au fromage. La seule chose qu'ils ont vraiment réussi à faire en 400 ans de boulot, c'est de méthodiquement faire reculer le féminin dans la langue, en effaçant de leur dictionnaire des termes comme autrice ou peintresse, et en justifiant la priorité du masculin sur le féminin, parce que le masculin serait, plus noble à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Ouais, ça fait toujours un peu mal. Hein. Demander à l'Académie son avis sur la féminisation, c'est comme demander à Philip Morris son avis sur les traitements contre le cancer du poumon. L'Académie donne surtout une image de pureté intouchable à la langue, comme si celle-ci existait en dehors de ceux qui la pratiquent. Et cette idée de pureté charrie son lot de connotations. On signale rarement que Charles Maurras ou le maréchal Pétain étaient académiciens. Et si vous vous dites que ce genre de vision date du début du siècle dernier, rappelons que Pierre Gaxotte, au tournant des années 80, disait encore sans broncher que, si on élisait une femme, on finirait par élire un nègre. Malaisant. Au-delà de ces dérives misogynes, réactionnaires, voire carrément racistes, l'Académie française donne surtout une vision franco-centrée de notre langue. Elle fait de la France, voire de Paris, voire de ce que Vaugelas appelait la partie la plus saine de la cour, la référence pour les 300 millions de francophones. L'ancien délégué général à la langue française, Bernard Cerquiglini, déclarait récemment « L'Académie française, en retardant les évolutions déjà adoptées dans les autres pays, empêche la France de rentrer pleinement dans la francophonie. » Hypocrite est d'origine grecque. Ce mot désigne dans cette langue un acteur, celui qui répond, qui interprète, qui joue, qui feint. De là, il n'y a qu'un pas pour arriver au sens moderne de celui qui affecte des sentiments. Parmi les synonymes d'hypocrite, on trouve fourbe, imposteur, faux cul, tartuffe. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un grand mythe qui passionne tous les francophones, l'étymologie. Ah oui, je sais, c'est l'origine d'un mot. Hein. Tout à fait. Par exemple, le mot travail vient du latin tripalium, qui désigne un engin de torture muni de 3 pales, tripalium. À l'origine, aller au travail ne signifiait donc pas aller au bureau, mais littéralement aller au bourreau. Alors on adore ça, l'étymologie. On adore tellement ça qu'on a décidé d'en laisser des traces partout, dans l'écriture des mots, comme le G de doigt ou le L de cul. On a tellement de respect pour l'étymologie qu'on en a fait un argument ultime, définitif. Un de ces arguments qu'il suffit d'invoquer pour clore le débat. Alors pourquoi on met 2 T à carotte et un seul à compote? C'est étymologique. Pourquoi on ne retire pas le D et le S à la fin du mot poids puisqu'on ne les entend pas? Ah non, c'est étymologique. Et voilà, on ne discute plus, c'est étymologique. Le vrai problème, c'est qu'on passe bien plus de temps à retenir toutes ces lettres muettes qu'à faire de l'étymologie. On apprend que chrysanthème s'écrit avec CH, Y et TH, super, parfait, donc on sait que ça vient du grec, mais qui sait encore que ça veut dire fleur dorée? Oui, en plus, on n'a pas besoin de traces dans le mot pour raconter son histoire. En français, on écrit philosophe avec PH, mais en italien ou en espagnol, on écrit le même mot avec des F. Depuis toujours. Et ça ne les a quand même jamais empêchés de retrouver les origines grecques, philo, l'amour, et sophia, la sagesse. Et puis on a fini par croire que toutes les lettres qu'on ne prononce pas ont une justification étymologique. Les pluriels en X, par exemple. Ah oui, comme bateau, neveu. Oui, ou même hibou, n'ont rien d'étymologique. Ils proviennent d'une erreur de recopiage. Les moines utilisaient une abréviation pour le US final des mots. Et on a confondu cette abréviation qui ressemble vaguement à un X avec la lettre X. Alors le mot poids s'écrit avec DS parce qu'on a cru qu'il venait de pondus, alors qu'en réalité, il vient de pensum. Pire, ces consonnes étymologiques ont souvent été choisies n'importe comment. Pourquoi on ne met pas de PH à fantôme alors qu'il vient du grec? Et pourquoi on en met un à nénuphar alors qu'il vient de l'arabe? Le mot enfant n'a pas de T en latin. L'Académie l'a rajouté pour l'aligner sur enfanté. Ok, mais alors pourquoi on n'en met pas à abri pour l'aligner sur
abrité. Bref, il serait absurde d'imaginer que notre orthographe est parfaite, ou même juste bien foutue. Mais messieurs, toutes ces petites erreurs, ces accidents, c'est justement ça qui fait l'histoire d'un mot. Très bien, mais si vous aimez à ce point l'histoire des mots, pourquoi vouloir qu'elle s'arrête, en empêchant l'évolution de l'orthographe par exemple? Si on changeait l'écriture d'un mot, ça ne ferait qu'une étape de plus pour retrouver son origine. Et si l'écriture des mots ne changeait pas, on écrirait digitum et on prononcerait doigt. Ok, j'ai compris. Alors, un autre danger de l'étymologie, Amélie, c'est de la confondre avec le sens d'un mot. Récemment, quelqu'un m'affirmait qu'on utilisait mal le mot décimer, qui signifiait à l'origine retirer un dixième. Mais le sens d'un mot évolue, tout comme sa graphie. Et parfois de façon spectaculaire, comme le mot rien, qui vient du latin rem, qui signifie quelque chose. Le sens d'un mot n'est pas dans le mot lui-même, mais dans l'utilisation qu'on en fait. Les mots n'ont pas un seul sens pour toujours et depuis toujours. En nous les appropriant, nous les détournons. Ça fait bien longtemps qu'on ne met plus de poissons dans les piscines, bien que le mot vienne du latin piscis, le poisson. On n'oserait plus dire à un arabe qu'il parle un charabia, et les crétins n'habitent plus forcément sur les crêtes des montagnes. Certes, l'étymologie peut nous éclairer sur le sens passé des mots, mais on ne se trompe pas quand on laisse ce sens évoluer. En matière linguistique, quand tout le monde a tort, tout le monde a raison, ça s'appelle l'usage. Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent... Oui, non, mais c'est joli, c'est joli quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes, et son écriture est un art. Hein? Des millions. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voulait mettre le doigt sur un truc qu'on ressent tous un peu au fond de nous, sans vraiment oser se l'avouer, l'idée que le français serait une langue supérieure. En même temps, c'est vrai. Il faut avouer que cette impression de supériorité du français sur le Wolof du Sénégal ou le créole haïtien nous a déjà tous traversé l'esprit. Rivarol, au XVIIe siècle, écrit en toute humilité dans son discours sur l'universalité de la langue française « Ce qui n'est pas clair n'est pas français ». Une tautologie patente qui transfère les infractions sur l'utilisateur en sous-entendant la perfection du code par un processus d'essentialisation intrinsèque à ce genre de raisonnement circulaire. Vous m'avez perdu là. Oui, vous n'avez rien compris à cette dernière phrase, Amélie. Pourtant, elle est parfaitement française. Donc Rivarol dit des conneries. C'est QFD. Le texte de Rivarol comporte quelques obscures justifications du genre « Le français est la seule langue dont l'ordre des mots suit le raisonnement naturel ». Bon, si on tient compte du fait que vous pensez avec votre propre langue, elle va forcément suivre l'ordre de votre raisonnement. De là à dire comme Rivarol que votre langue est la langue humaine. Ce génie trouverait également sa source dans un autre grand mythe fondateur, celui des salons du XVIIe et XVIIIe siècle, où l'art de la conversation qui s'y déployait aurait élevé la langue française à un niveau de raffinement et de précision encore jamais égalé dans l'histoire de l'humanité. En gros, on construit l'exception française avec des théories fumeuses fondées sur des fantasmes historiques fort peu documentés. En effet, par définition, l'art de la conversation laisse peu de traces. Ce mythe magnifie l'ancien régime au profit du sentiment national, tout en élargissant le fonds de commerce de Stéphane Bern. Comme le dit l'historien Antoine Lilti dans son livre Le monde des salons, l'histoire se confond souvent avec la commémoration. Cette vision entretient surtout l'idée que la gloire de la langue française est derrière elle, et que le génie français se construit par opposition, par exemple au pragmatisme anglais ou au barbarisme des langues de l'immigration. En réalité, c'est l'idée même d'une hiérarchie entre les langues qui fait sourire les linguistes. Dire d'une langue qu'elle est supérieure à une autre, c'est comme dire qu'une culture est supérieure à une autre. Une langue n'est pas riche ou pauvre, elle est adaptée à la culture qu'elle transmet. Et chacune, le français compris, possède des avantages. Et des inconvénients. Oui, le français par exemple est analytique. Il utilise souvent plusieurs mots, là où l'allemand, qui est une langue synthétique, combine les notions en un seul mot. Comme par exemple le fameux Rindfleischtick-Tirungsaufgabenübertragungsgesetz. Ah oui. 63 lettres pour un seul mot, qui correspond à la loi sur le transfert des obligations de surveillance de l'étiquetage de la viande bovine. Donc 16 mots en français. Autre exemple, là où l'anglais utilise upside down, back to front, inside out et parfois même le délicieux topsy-turvy, le français se contente d'un laconique à l'envers. Toutes les langues ont leur richesse parce que toutes les cultures ont leur spécificité. Et installer une hiérarchie entre les langues est avant tout un exercice politique, voire idéologique. Remarquez qu'on invoque le fameux génie de la langue française autant pour célébrer sa précision et sa logique que pour justifier toutes les petites aberrations dues au hasard, comme une consonne double inutile ou un circonflexe égaré. Comme si, en français,
tout se valait et qu'il suffisait que ce soit français pour que ce soit génial. En même temps, c'est vrai. En fait, Amélie, s'il y a du génie dans la langue française, il provient d'abord de ceux qui l'utilisent et qui se l'approprient pour traduire leur réalité ou leur vision à l'aide d'une langue pliée, tordue, tendue, relâchée. Bref, le seul véritable génie de la langue française, c'est de s'adapter à ceux qui l'utilisent et pas l'inverse. Arrêt au port de Nice. Arrêt au port de Nice. 2 minutes d'arrêt. Ah là là, je suis soulagée, j'ai failli faire un infarctus. Je te jure. Bla bla. Tu parles bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bonjour à tous. Quand on parle de langue française, on sait que le grand souci du francophone, depuis qu'il a 6 ans et pour peu qu'il n'ait pas abandonné toute forme de vie sociale, c'est soit d'éviter de faire des fautes, soit de pointer celles des autres. Il a bel et bien un rapport sacré à sa langue, puisqu'il emploie un terme emprunté au vocabulaire religieux, la faute, pour désigner ses erreurs. Ou celles des autres. Alors, aréoport ou infractus, on peut quand même appeler ça des fautes, non? En effet, les gens y voient un usage fautif, voire parfois carrément vulgaire. Pourtant, quand on retrace l'histoire de la langue, on s'aperçoit que c'est précisément ce qu'on appelle le latin vulgaire ou le bas latin qui est à l'origine du français qu'on parle aujourd'hui. On aimerait que ce soit le latin de Cicéron, mais non. C'est le latin des bordels, des casernes, des marchés, et donc en gros, le latin du peuple, vulgus en latin, qui a donné la langue de Nabila, mais aussi celle d'Alain Finkielkraut. Entre les serments de Strasbourg, souvent désignés comme acte de naissance du français en 842, et le moment où on en fixe les premières règles au XVIIe siècle, le français évolue de manière totalement anarchique, sans aucune norme, et ce pendant presque 1000 ans. Donnez-nous quelques exemples. Eh bien, on sait que tous les mots évoluent à l'oral en fonction de ce qu'on appelle les paresses articulatoires de la bouche. En gros, deux sons éloignés dans le palais ont tendance à se rapprocher pour être plus faciles à prononcer. Par exemple, le mot fromage vient du latin formaticum. À cause de ces paresses articulatoires, le peuple s'est mis à prononcer froma au lieu de format. Cet accident, l'inversion de deux sons dans l'évolution phonétique d'un mot, les linguistes appellent ça une métathèse. Les puristes, eux, appellent ça une faute. Pourtant, la métathèse est à l'origine d'un grand nombre de formes que nous considérons aujourd'hui comme correctes. Cette sorte de dyslexie collective donna jadis le mot brebis, du latin berbis, ou moustique, qu'on devrait prononcer mousquite, puisqu'il vient du latin musca ticus, la mouche tique. Aujourd'hui, cette évolution se poursuit avec des mots comme inoptisé, obnibulé pour obnubilé, gynécologue ou encore rénuméré. Voilà, j'ai les oreilles qui saignent là. Les enfants attestent de cette spontanéité linguistique. Mon fils, Antoine, 3 ans, qu'on ne peut pas soupçonner de vulgarité puisqu'il suit une scolarité exemplaire dans une école prestigieuse de la banlieue bruxelloise, dit par exemple le pestacle ou se déguise en pisderman. Et ça va bien plus loin que la simple inversion de son. Vous savez, Amélie, d'où vient le N de nombril ? Non, dites-moi. Eh bien, on devrait prononcer ombril puisqu'il vient de umbilicus. Il a la même origine que le N que les enfants mettent devant avion quand ils disent le gros navion. Ah oui. Je connaissais une femme dans mon patelin natal à Anu en Belgique qui se plaignait que son fils à l'école était devenu le bouc hémisphère de la classe. Elle éveillait, vous vous en doutez, les moqueries et tout le monde se racontait cette histoire avec beaucoup de condescendance. Pourtant, l'expression se mettre sur son 31, que nous utilisons parfois pour désigner quelqu'un de particulièrement soigné dans sa tenue, a une origine tout à fait similaire. La région du Trentin, en Italie, Trentino, exportait du tissu de qualité. Ce qui faisait dire aux gens, il s'est mis sur son 31. Par évolution spontanée, ce 31 est devenu 31. Mais donc, rien d'arithmétique, hein? Non, même si certaines erreurs nous empêchent parfois de nous comprendre et méritent dès lors d'être évitées, la faute constitue souvent un véritable moteur d'évolution linguistique. Et l'étude attentive de l'histoire de la langue nous enseigne une règle relativement immuable. Quand tout le monde fait la même faute, elle devient l'usage. Les fautes émergent souvent spontanément à l'endroit des faiblesses du système. C'est sa faculté à s'autoréguler qui fait qu'elle est vivante et en perpétuelle évolution. Et si la faute de français, c'était le véritable génie de la langue ? Je serai donc bien entendu vigilant pour qu'il n'y ait qu'une grammaire comme il n'y a qu'une langue, une république. Tu parles bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bonjour à tous. Alors là, on vient d'entendre Jean-Michel Blanquer à l'Assemblée nationale. Il n'y a qu'une grammaire comme il n'y a qu'une langue, une république. Ça claque, rien à dire. Hein. Oui, et cette phrase, il l'assume. Il en est fier même, puisqu'il l'a mise dans la foulée sur Twitter. Ce qui a donné lieu à une de mes réponses préférées de tous les temps par un certain Shiny Bagé, qui lui répond « Yo, je suis linguiste, c'est faux. Bisous ».
Même si on sait qu'on n'arrivera jamais à la cheville de cette réponse parfaite, on voulait juste essayer de vous expliquer rapidement pourquoi tout est faux dans cette affirmation du ministre de l'Éducation nationale. D'abord, il n'y aurait qu'une grammaire. C'est faux. À l'école, au 19e siècle, il y a d'abord eu celle de Laumont, puis celle de Noël et Chapsal, avant celle de Grevis. Il y a aussi la grammaire critique de Wilmay, la grammaire méthodique de Rigel, Pella et Rioul. En fait, il y a presque autant de grammaire que de grammairiens. Il y a la grammaire générative, la grammaire de texte, la grammaire de l'oral. Il y a même une grammaire spontanée, celle que vous parlez. Bref, la grammaire, c'est la description de la langue, pas la langue elle-même. Elle est un lieu de perpétuelle négociation entre les linguistes parce qu'il existe 1001 manières de décrire la langue et ses innombrables variations. Oui, parce que il n'y a pas qu'une langue. D'abord, la langue varie historiquement. Et même entre les générations, si vous voulez vous en convaincre, il suffit de passer brusquement de France Musique à Fun Radio. Ah ouais, grand écart facial. Jean-Claude Van Damme. Bien vu. La langue varie aussi géographiquement. Si vous ne nous croyez pas, on vous expliquera tantôt les 90 000 raisons qui expliquent pourquoi on sait aussi parler le français à Bruxelles. T'es pas obligé de prendre l'accent. Non, pour dire ça. Bon, la langue varie, enfin et surtout, sociologiquement. On ne parle pas la même langue au PMU de Roubaix qu'à l'hippodrome de Deauville. La langue française peut être maternelle, seconde, véhiculaire, officielle, d'enseignement et aussi nationale. Le lien entre langue et nation remonte à la terreur. Au début, la Révolution respecte le multilinguisme. On traduit les lois et les décrets dans les langues régionales. La Révolution est aussi un formidable lieu de création linguistique. On invente des mots, on change le calendrier, on s'appelle citoyen. Pourtant, à partir de 1794, on passe à l'idéologie de l'unilinguisme national radical. Cette idée est réactivée fin 19e avec la montée des nationalismes. Pourtant, ce n'est qu'en 1992, si vous voulez, que des députés RPR vont réussir à la faire inscrire dans la Constitution. Le français est la langue de la République. Bon, on se permettra juste de rappeler que la Belgique est une monarchie constitutionnelle, la Suisse une confédération et que le Québec appartient toujours à la couronne d'Angleterre. Du coup, ça a un peu gueulé à l'époque et la France a judicieusement inversé la phrase et noté « La langue de la République est le français ». L'idée qu'une langue puisse correspondre à un territoire national est en réalité un mythe. Les langues ne sont pas délimitées par les frontières. Il y a pratiquement autant de gens qui parlent grec en Australie qu'à Athènes. Certaines langues sont parlées par des millions de gens sans correspondre réellement à aucun territoire national, comme le swahili par exemple. Certes, il existe des pays très monolingues, comme le Japon ou Cuba, mais la France n'en fait pas partie. Si on en croit le rapport Cerchilini de 1999. Tout à fait. On compte en France quelques 75 langues régionales et minoritaires. 75 donc. Si vous insistez. L'idée d'une langue, une et indivisible, à l'image de la République, une et indivisible, est avant tout une construction politique. Vous savez qu'il n'y a pas plus de différence entre le serbe et le bosniaque qu'entre le français de Paris et celui de Marseille. Les raisons qui ont présidé à leur séparation sont évidemment liées à l'histoire dramatique des Balkans. Pour qu'il n'y ait qu'une langue, disait le grand linguiste Pierre Encrevé, qui nous a quittés récemment et dont on voulait saluer la mémoire. Pour qu'il n'y ait qu'une langue, il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule personne qui dise une chose à un moment. Sinon, aussitôt la langue varie. Allez, bisous. Bla bla, tu parles, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Bonjour à tous. Le formidable morceau qu'on vient d'entendre est tiré d'un album qui s'intitule Body Language, en français le langage du corps. On accepte aujourd'hui assez facilement cette idée que le corps est un vecteur de communication, qu'il a son propre langage, particulièrement explicite quand il s'agit de celui de Kylie Minogue. Mais si on accepte aisément que le corps communique, on pense souvent que le domaine de la pensée ou du langage est de l'ordre de l'abstraction, des concepts, de l'impalpable. En gros, le corps a un langage, mais le langage n'aurait pas de corps. Les recherches récentes en linguistique et en neurologie remettent pourtant cette idée en question, à travers un concept un peu technique mais passionnant, la cognition incarnée, en anglais embodiment. Quand vous lisez une phrase qui décrit une action, Laetitia, vous activez dans votre cerveau les zones qui sont responsables de cette action. Oui, et alors ? Par exemple, si je vous dis « l'homme cligne des yeux », vous comprenez les mots que j'utilise en activant dans votre propre cerveau les zones motrices responsables du mouvement de vos paupières, même si vous gardez les yeux ouverts. Votre cerveau fait en quelque sorte semblant de réaliser la tâche pour comprendre le mot. Ce que des chercheurs comme Georges Lakoff ont mis à jour, et qui est complètement dingue, c'est que ce processus va en réalité dans les deux sens. Les mots activent des zones motrices dans le cerveau, mais l'activation des muscles du corps influencerait également votre
compréhension des mots. En gros, les mouvements de votre corps modifient votre perception. Par exemple, si on vous lit des phrases qui décrivent des situations liées à des émotions positives et négatives, lorsque vous activez les muscles de la bouche responsables du sourire, en tenant par exemple un crayon coincé entre vos dents, qui vous contraint à sourire, vous comprendrez plus rapidement une phrase qui parle d'un sentiment agréable qu'une phrase déprimante. À l'inverse, et c'est véridique, vous mettrez un peu plus de temps à comprendre qu'une phrase décrit un état de colère si vous avez le front botoxé, parce que vous avez moins l'occasion de froncer les sourcils. Oui, Georges Lakoff va plus loin. Il rappelle que la plupart des langues expriment des choses abstraites grâce à des métaphores inscrites dans le corps, des métaphores de mouvement ou de perception donc. Il a été poussé à démissionner, il a sauté du coq à l'âne, il a pris les choses en main, il a pesé ses mots, ça saute aux yeux, il a du mordant, etc., etc. Ces métaphores nous aident à comprendre le sens du discours à travers notre corps. Et ici encore, ça irait dans les deux sens. Si on vous montre une photo de visage androgyne, donc ni vraiment masculin ni vraiment féminin, si on montre donc ces photos à des personnes tests en leur demandant d'identifier le sexe de la personne, les sujets de l'expérience ont tendance à identifier plus souvent ces visages comme féminins lorsqu'ils manipulent un objet mou. Imaginez deux clés USB, Laetitia, rigoureusement identiques. L'une contient les résultats d'une étude capitale pour traiter d'une maladie mortelle. L'autre contient la recette des œufs durs. Si vous demandez d'évaluer le poids physique de ces clés, les personnes interrogés estimeront en moyenne que la clé contenant l'étude de médecine est plus lourde que celle de la recette de cuisine. En gros, c'est l'histoire du kilo de plume et du kilo de plomb. Ce résultat est lié au fait que nous utilisons beaucoup de métaphores liées au poids pour parler de l'importance d'une chose abstraite. Comme dans l'expression « une décision lourde de conséquences » ou « cela a pesé dans ma décision ». Le verbe « penser » lui-même vient du verbe « pensare » en latin qui signifie précisément « peser ». Oui, mais ok, mais ça veut dire quoi tout ça alors? Eh bien, par exemple, dans le futur, il y a un domaine dans lequel ces découvertes pèseront précisément, c'est celui de l'intelligence artificielle. Si vous comprenez grâce à votre corps, qu'en est-il d'une intelligence artificielle désincarnée? Doter les ordinateurs d'un corps leur permettrait peut-être de mieux nous comprendre. C'est le grand retour aux humanoïdes cybernétiques des récits de science-fiction de notre enfance, comme dans Blade Runner ou Astro Boy. À l'inverse, les intelligences artificielles développant de nouvelles expériences physiques, avec des corps différents des nôtres, développeraient-elles de nouvelles métaphores pour exprimer l'abstrait, que nous ne pourrions peut-être même pas comprendre? Mais là, on n'est plus dans Astro Boy, on est plutôt dans Terminator. Bonjour. Bonjour. Ah non mais franchement, après le brainstorm et la conf call, j'étais complètement burn-out et il fallait encore que je check mes mails, que je forward 2-3 dossiers à mon boss, tu vois. Dites-le en français. Notre langue est belle, utilisez-la. You go, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Bonjour à tous. Quand on demande aux gens ce qui met la langue française en danger, on entend souvent citer les anglicismes et la place trop importante que l'anglais prendrait dans la langue française aujourd'hui. On entend même des gens utiliser des termes comme invasion. Notre langue serait polluée, voire infestée d'anglicismes. Si on parle d'anglicisme, on est directement confronté à un problème de définition. En effet, dans le mot anglicisme, le suffixe isme sous-entend déjà qu'il y en aurait trop, une forme d'excès comme dans maniérisme ou populisme, voire protectionnisme. Pour garder une certaine objectivité, les linguistes parleront d'emprunt. Finalement, le mot anglicisme, ça sert surtout à rappeler qu'un mot n'est pas vraiment français. Mais alors ce serait quoi un mot vraiment français? Prenons 3 exemples. Moustache, guitare et train. Francis Chabal. Non, on joue pas à pyramide, Laetitia. Guitare, moustache et train, qui dirait que ces mots ne sont pas français? Pourtant, moustache vient de l'italien, guitare de l'arabe en passant par l'espagnol, et train vient de l'anglais. Donc, quand un mot d'origine anglaise est bien intégré, comme budget ou compétition, est-ce que c'est toujours un anglicisme? Et si le mot d'origine anglaise qu'on emprunte est lui-même d'origine française? Comme le mot tennis, par exemple, qui vient de tenez, mot qu'on adressait à l'adversaire lorsqu'on lui envoyait la balle au jeu de paume. Ou encore le mot management, qui est emprunté au XVe siècle au verbe français ménager, qui signifie tenir en main. Et si l'anglicisme n'existe qu'en français? Est-ce que c'est toujours un anglicisme? Un smoking en anglais se dit tuxedo. Et si vous invitez un Britannique à une soirée people, il pensera que vous l'invitez à une soirée avec des gens. Et si le mot est à moitié français? Sa terminaison, par exemple. Un stripteaseur ou une blogueuse, est-ce que ce sont toujours des anglicismes? Et si l'anglicisme est prononcé à la française? Les Français disent un square ou la CIA pour CIA. Et pourtant, on dit bien le FBI et non pas FBI. Et si le mot anglais est écrit à la française? Par exemple, si on écrit loser, L-O-U-S-E-U-R, est-ce qu'il devient français?
C'est ce qu'on a fait avec bulldog ou redingote, qui vient de riding coat. Et si c'est un grand écrivain qui introduit l'anglicisme, est-ce que ça compte? Stendhal écrit les mémoires d'un touriste et introduit pour l'occasion le mot touriste dans la langue française. Et Mallarmé est le premier à utiliser le mot fashion. En réalité, plus de la moitié des mots anglais sont d'origine française, normande pour être précis. La cour et les institutions d'Angleterre ayant été francophones pendant plus de 3 siècles. En fait, les anglicismes, c'est souvent un prêté pour un rendu. En plus, on parle toujours des anglicismes qui nous envahissent, mais pas de ceux qui s'en vont. L'ado a repris le pas sur le teenager des années 80. La boîte a remplacé le dancing et la muscu a évacué le bodybuilding. Bon, ne soyons pas naïfs, beaucoup de gens utilisent aussi les anglicismes par snobisme. La Startup Nation de Macron a tendance à pitcher les business plans aux CEO pour benchmarker un crowdfunding disruptif. Amen. On maquille le français en anglais pour les mêmes raisons qu'on le maquillait en italien à la Renaissance. Un concerto pour soprano a cappella, c'est comme un break de funk qui groove. La différence est culturelle, pas linguistique. Qui oserait dire aujourd'hui que le vocabulaire de la musique classique est infesté d'italianisme? Les gens n'ont pas de problème avec les emprunts, ils ont des problèmes avec l'anglais. La culture dominante à la Renaissance, c'est l'italien. Aujourd'hui, que ça nous plaise ou non, c'est la culture anglo-saxonne. Si on veut plus de vocabulaire français dans la culture, il faut développer plus de culture française. Francophone. C'est vrai que la culture française, ça ne doit pas forcément venir de France. Forcément, oui. Bla bla, tu parles, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Bonjour à tous. Et si c'était les instituteurs qui avaient inventé l'orthographe? Aujourd'hui, on voulait vous montrer la face cachée des choristes en vous expliquant comment l'école française s'est entièrement construite autour de l'enseignement de l'orthographe. Cette histoire, on l'a trouvée chez André Chervel, qui est, tenez-vous bien Laetitia, historien de la grammaire scolaire. Ça existe, ça? Oui, oui, tout à fait. Premier constat, étonnant, au tournant du 19e siècle, moins d'un quart des Français parlent français. En effet, on parle basque, breton, franco-provençal ou alsacien, et le français est la langue unique d'une quinzaine de départements seulement. Pour enseigner le français à tous les petits Français, on décide d'envoyer partout en France les fameux hussards noirs de la République, le noir faisant référence aux uniformes portés par ces instituteurs à l'école normale. Avant 1830, ce qu'on appelle encore le maître d'école ne connaît pas l'orthographe. Ah oui? Fort peu d'enfants vont à l'école et on y apprend juste ce qu'il faut d'orthographe pour la lecture. Mais l'écriture, elle, nécessite ce que Chervel appelle un enseignement actif de l'orthographe, qui ne s'installe réellement qu'au cours du 19e siècle, avec une demande accrue en secrétaires employés aux écritures et autres fonctionnaires en tout genre. Entre 1829 et 1832, en moins de 3 ans, on crée 71 écoles normales et on voit exploser le nombre de publications grammaticales scolaires ou de manuels de conjugaison. Plus de 2000 sur le 19e siècle pour seulement 200 au 18e. En 1833, on réforme le brevet pour devenir instituteur et on augmente progressivement les doses d'orthographe. À la fin du siècle, ce brevet n'est pratiquement plus qu'une épreuve d'orthographe. Et ce tout à l'orthographe va avoir un impact décisif sur l'école, dont on ressent encore les effets aujourd'hui. C'est l'enseignement de l'orthographe lui-même qui va fonder l'ensemble des pratiques pédagogiques de l'école de la République. Et l'orthographe serait donc l'ADN de l'école? Absolument, la facilité d'évaluation, 1 point par faute, et le rituel de la dictée vont faire triompher l'orthographe à l'école. Même l'architecture de la classe s'en ressent. On invente les pupitres d'écoliers, on les aligne, la machine méritocratique est enclenchée. Avec la montée des nationalismes, c'est la Troisième République qui enseignera l'orthographe comme on enseigne l'hygiène, dans une visée militariste et patriotique de l'école. En 3 générations, l'orthographe est devenue la matière principale. Et Jules Ferry lui-même, le fondateur de l'école laïque et obligatoire, eh bien, Jules Ferry s'en inquiète déjà en 1880, je cite, « Ce que nous demandons à tous, c'est de nous faire des hommes, pas des grammairiens. À l'abus de dictée, il faut substituer un enseignement plus libre, plus vivant, plus substantiel. Épargnons ce temps si précieux que l'on dépense souvent dans les vêtis de l'orthographe, qui font de la dictée un tour de force et une espèce de casse-tête chinois. » Le problème principal qu'engendre cette vision orthographiste de l'école dénoncée par Jules Ferry, c'est qu'elle ne fait pas la différence entre écrire et graphier. On le sait aujourd'hui, apprendre à écrire, c'est beaucoup plus qu'apprendre à écrire sans faute. Un texte tire son sens de la syntaxe, de la ponctuation, des sous-entendus ou d'innombrables autres processus, souvent négligés à l'école et qui n'ont rien à voir avec les consonnes doubles ou avec les lettres étymologiques. On peut écrire une phrase magnifique et truffée de fautes d'orthographe. Et à l'inverse, on peut également
simplement écrire des phrases mal construites, sans style ni structure logique, avec une orthographe impeccable. La dictée n'apprend pas à écrire, elle apprend à graphier. Quand Jean-Michel Blanquer réagit aux mauvais résultats en lecture et en écriture des petits Français aux études PISA, il déclare « La dictée quotidienne, je l'accomplirai. La dictée quotidienne doit devenir une réalité dans nos écoles primaires. » Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Tellement déconcentré qu'il nous a sorti la phrase du jour. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous. Tu parles bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bonjour à tous. Un article de Libération paru le 4 avril dernier avance des chiffres édifiants sur les rapports hommes-femmes dans l'entreprise. 71% des hommes tutoieraient leur supérieur hiérarchique direct pour seulement 49% des femmes. Le fameux plafond de verre se traduit dans ce que le sociologue Alex Adler appelle un plafond de verbes. Même en dehors de la question des genres, la langue est un outil de pouvoir. Jusque-là, on ne vous apprend rien, Laetitia. Tout dans la langue que vous employez traduit ou, plus souvent, trahit votre genre, votre origine, votre milieu social, votre génération. Mais ce qui apparaît dans beaucoup de cultures comme une diversité est souvent perçu dans la culture francophone comme une véritable distinction. Le sociolinguiste Philippe Blanchet traduit ces rapports de domination liés aux variations linguistiques par un mot, certes un peu barbare, mais qui a le bénéfice de désigner une réalité souvent inconsciente, la glottophobie. La glottophobie. Le mot glottophobie est formé sur le même modèle qu'islamophobie ou comophobie. Il traduit bien la détestation, le rejet ou le mépris d'une langue étrangère, d'un accent minoritaire ou régional, ou simplement d'un niveau de maîtrise de la langue française. On a été prof pendant 15 ans à Bruxelles et en conseil de classe, très fréquemment, on avait des collègues qui justifiaient l'échec d'un élève en disant « C'est normal qu'il soit nul en français, il ne parle que polonais à la maison ». Et dans la même classe, justifiaient les bons résultats d'un autre élève avec des arguments du type « C'est formidable, son papa est diplomate et il parle allemand à la maison ». Oh non. Quand on dit d'un élève qui s'exprime en lingala ou en swahili qu'il parle africain, qu'est-ce qu'on dit de sa langue ? Tout le monde a pensé un jour en entendant du provençal ou du wallon que ce n'était pas vraiment une langue au même titre que le danois ou le portugais. Vous connaissez l'aphorisme yiddish qui dit « Une langue, c'est un dialecte avec un drapeau et une armée ». Cette hiérarchisation entre les langues s'opère surtout au sein d'une même langue à travers ses différents degrés de maîtrise. Prendre un joueur de foot qui a interrompu son cursus scolaire normal à 12 ans pour se consacrer entièrement à sa passion. Le vénérer comme un demi-dieu pour ses performances sportives. Lui tendre un micro après un match pour lui demander de s'exprimer et découper un petit morceau de son discours maladroit. Le mettre en boucle sur les réseaux sociaux ou à la télévision pour faire pleurer de rire la France entière. Dans certaines cultures, ça s'appelle de la maltraitance. En France, c'est quotidien. Bon, on n'est pas là pour pleurer sur la réputation contrariée d'un millionnaire en short, mais on est bien face à un phénomène de discrimination. Attention, distinguer sur la langue n'est pas toujours une discrimination. Certaines personnes utilisent mieux leur outil linguistique que d'autres. On peut tout à fait distinguer deux personnes en fonction de leurs compétences à accomplir une tâche. Si je choisis un type musclé et menaçant pour être videur dans une boîte de nuit, je ne fais pas de discrimination. Je sélectionne quelqu'un sur des caractéristiques pertinentes au vu de la tâche à accomplir. Pour qu'il y ait une véritable discrimination, il faut que les critères de sélection de cette personne soient arbitraire. Je sélectionne ce videur sur sa couleur de peau, ses manières de table ou ses compétences en macramé. Quand on distingue quelqu'un sur son accent pour présenter le journal télévisé, sur son niveau d'orthographe pour calculer un plan comptable ou sur son registre de vocabulaire pour cuisiner un potage, on est glottophobe. Ça y est, j'ai compris. Dans Les Femmes Savantes, Philaminte chasse Martine, sa servante, sous prétexte qu'elle met incessamment son oreille au supplice pour rompre toute loi d'usage et de raison par un barbare amas de vices d'oraison, de mots estropiés cousus par intervalles, de proverbes traînés dans les ruisseaux des Halles. Toujours avec un coup d'avance, Molière répond par la bouche de Clitandre « Je vis de bonne soupe et non de beau langage, Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage. » Pour nous autres usagers du 21e millénaire, rouler en voiture relève de l'évidence pour se rendre d'un point A à un autre point A. Pourtant, d'autres alternatives de véhicules s'offrent à votre choix. Bla bla. Tu parles bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bonjour
Bonjour à tous. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'une émission parodique très célèbre en Belgique dans les années 90, 90 pour les étrangers, Laetitia, et qui s'intitulait Faux Contact, en référence à l'émission de la sécurité routière de l'époque. Ce qui frappe à l'écoute de cet extrait, c'est l'effort particulier que fait le faux commandant de gendarmerie pour châtier son langage en marquant notamment, avec plus ou moins de réussite, ce que les linguistes appellent les phonèmes éphelsistiques. C'est-à-dire les liaisons. Ah oui, d'accord. Si on a choisi de vous faire entendre une émission de sécurité routière, c'est aussi parce qu'aujourd'hui on voulait vous parler de sécurité, ou plutôt d'insécurité. Beaucoup de francophones grandissent dans la peur constante de l'accident. Ils redoutent de faire des fautes. Les linguistes ont aussi inventé un mot pour cela, ils appellent ça l'insécurité linguistique. L'insécurité linguistique, c'est ce qui provoque cette petite peur que vous avez peut-être parfois au moment d'appuyer sur le bouton « Envoyer » de la boîte mail. En fait, c'est souvent. Et c'est l'école qui installe ce sentiment dès le plus jeune âge. Quand tu arrives à l'école, tu n'apprends pas vraiment à parler français. En général, tu parles déjà français. Ce que tu apprends surtout, c'est que tu parles mal le français. À l'oral, on te fait très vite comprendre qu'il existe une variété de français supérieurs aux autres. Tu intègres inconsciemment une norme, mais surtout la distinction qui en découle. Ce n'est pas la peur de ne pas être compris qui préoccupe l'enfant quand il apprend le français. C'est la peur d'être nul, d'être ridicule, d'être déclassé. La théorie des registres de langue qu'on nous enseigne à l'école est pour beaucoup dans cette insécurité. On distingue le registre soutenu, celui qui utilise un vocabulaire choisi, celui qui marque les liaisons ou qui multiplie les subordonnés, et le registre vulgaire, du latin vulgus, le peuple, souvent plus proche des usages réels du français. C'est la conscience de l'écart entre ces niveaux de langue qui fait de chaque francophone un coupable potentiel, comme la conscience religieuse fait de chaque chrétien un pécheur. Et à l'écrit, l'insécurité est encore plus grande puisqu'elle s'appuie sur l'orthographe. Le premier exercice qu'on fait à l'école en général, c'est la dictée. Et la dictée, c'est quoi sinon un savant montage de pièges destinés à te faire trébucher en écrivant. Finalement, à quoi ça sert une dictée ? À part à faire des fautes. Et là, je dis merci Arnaud. Et cette insécurité linguistique n'est pourtant pas favorable à l'apprentissage du français. Parce qu'on apprend mieux une langue par la tentative scabreuse, en se jetant à l'eau ou en trébuchant, bref, en apprenant de ses erreurs plutôt qu'en ayant peur d'en faire. D'ailleurs, l'insécurité linguistique est très difficile à étudier parce que son principal symptôme est le silence. Souvent, quand on est en insécurité linguistique, on se tait. Cette peur de la faute explique peut-être aussi en partie la frilosité des francophones dans l'apprentissage des langues étrangères. Des langues étrangères. À l'inverse, la sécurité linguistique donne les pleins pouvoirs. Quand une personne maîtrise la norme, elle est autorisée à la transgresser. Mettre un petit stylet ou un petit « en mode » dans une phrase soutenue, c'est comme le burger revisité à la carte de la tour d'argent. Ça donne au discours une forme d'audace bienvenue. En position de force, défoncer la syntaxe ou le vocabulaire, ça peut même parfois s'appeler la littérature. Relisez Céline, j'adore les gens qui disent « relisez un truc » ou « relisez machin », ce présupposé qui fait que, bien entendu, tout le monde a lu Céline. Oui, sauf moi, en fait. Lisez Céline, donc Laetitia, et donc vous verrez comment il viole la langue française avec génie. Mais en position d'insécurité linguistique, on ne viole pas avec génie, on se trompe, tout simplement. Même quand on essaye de châtier son langage, on se plante. Et les linguistes ont encore inventé un mot pour ça. Ils appellent ça les hypercorrectismes. Un hypercorrectisme, c'est quand on tente d'employer des traits caractéristiques du français soutenu, mais qu'on tape à côté, en marquant par exemple des liaisons qui n'existent pas. Ce que le commun des mortels appelle plutôt le style gendarme. Quand l'inspecteur d'auto-école m'a fait rater 3 fois mon permis de conduire et m'a signifié que j'avais fait une partie du parcours d'examen sans phare, alors que la nuit commençait à tomber, il m'a dit d'un ton presque triomphant « Jeune homme, sachez que les feux de signalement sont nécessaires pour voir, mais également pour être vus. » La grammaire et l'orthographe grammaticale portent l'intelligence. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler d'un grand mythe fondateur de l'école républicaine, la grammaire scolaire. Alors tout d'abord, il faut s'entendre sur les mots. On confond souvent la grammaire et la grammaire. On appelle grammaire la langue elle-même et la description de la langue. Mais il ne faut pas confondre la carte routière et la route elle-même. Il y a d'une part la grammaire qui désigne les structures de la langue et qui fait qu'on se comprend quand on communique. Et d'autre part, la grammaire comme modèle de description de la langue, donc le bouquin qui tente de décrire ces structures et qui est par définition imparfait.
Parmi ces bouquins, il en existe deux sortes. D'une part, les grammaires des linguistes, qui décrivent par l'observation objective et qui proposent régulièrement de nouveaux modèles pour s'adapter aux évolutions de la langue. Et d'autre part, la grammaire scolaire ou normative, celle que vous connaissez ou plutôt que vous aimeriez connaître, et qui décrit la langue non pas telle qu'elle est, mais telle que l'école la conçoit. Celle qu'on interroge quand on se demande « est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est français ? Est-ce que c'est français ?» Or, cette grammaire scolaire n'est qu'un modèle de description de la langue. Changer ce modèle, ce n'est pas changer la langue, c'est changer les outils qui permettent de la décrire. Et le modèle de description que nous utilisons à l'école aujourd'hui date, Laetitia, du début du 19e siècle, oui. c'est-à-dire avant l'invention de la linguistique elle-même. Il ne correspond pas à la logique intrinsèque de la langue. En gros, la carte ne correspond plus au territoire. Et c'est ici que les recherches d'André Chervel peuvent bouleverser en profondeur notre rapport à la langue. Dans un livre incontournable qui s'intitule « Et il fallut apprendre à écrire à tous les petits Français », André Chervel retrace l'histoire de la grammaire scolaire du début du 19e siècle à nos jours et démontre à quel point cette grammaire n'est en réalité qu'un manuel d'orthographe. En un mot, c'est l'école qui a inventé la grammaire pour enseigner l'orthographe, pas pour comprendre la langue. Il ne s'agit pas de comprendre, mais d'apprendre. Alors, on met au point une batterie d'étiquettes mal pensées, entièrement dédiées à la graphie. Le complément d'objet direct, par exemple, on ne l'utilise que pour parvenir à faire ce fameux accord du participe passé avec avoir. Ça ne sert qu'à ça. Et le jugement d'André Chervel est sans appel. La grammaire scolaire fait taire toute forme de réflexion grammaticale critique au profit d'une prière républicaine fondée sur le par cœur. Marc Wilmey, le spécialiste mondial du participe passé... Ça existe vraiment, ça ? Oui, ça existe. Donc Marc Wilmey n'est pas plus tendre. Le jacobinisme centralisateur assigne à cette entreprise utilitariste la mission d'inculquer l'orthographe. La grammaire cesse d'être une science. C'est vrai qu'on imagine mal Albert Einstein en chaire universitaire qui affirme E égale MC2, sauf, et bam, 20 pages d'exception. Franchement, tous les jours, aux quatre coins de France, des élèves, des parents d'élèves ou même des enseignants sont confrontés à l'illogisme et à l'inefficacité des étiquettes de la grammaire scolaire. Mais ils se disent que c'est peut-être eux qui sont trop bêtes pour les comprendre. La grammaire scolaire est une insulte à l'intelligence de nos enfants. Et rebam ! Du coup, aujourd'hui, quand tous les linguistes défendent un nouveau modèle d'accord du participe passé, par exemple, des gens se plaignent en disant « Mais alors on ne saura plus ce que c'est un complément d'objet direct ?» Ce genre de réflexion me rappelle une petite histoire. Une maîtresse proposait aux enfants de mettre des points sous les consonnes muettes pour les identifier. Comme dans le mot poids, un point sous le D, un point sous le S. Un jour, une petite fille lève la main et demande « Madame, pourquoi on les écrit si on les entend pas ?» Et le petit garçon à côté qui lui répond « Ben parce que si on les écrit pas, on ne saura plus où mettre les points. » Et ouais, c'est QFD. Tu parles, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Bonjour à tous. La linguistique procure du plaisir. Vous savez, ce plaisir lié à la remise en question d'une chose qu'on tenait pour acquise, le plaisir d'être bousculé dans une certitude. Donc, aujourd'hui, on va vous donner du plaisir. Alors, challenge, pour les plus anglophobes d'entre vous, on dira tour de force. On prend une règle de grammaire que tout le monde connaît et on vous démontre qu'elle est foireuse en moins de 3 minutes. Top. C'est parti, accrochez-vous. Le titre de nos chroniques, Tu parles. Ça s'écrit, comme vous le savez, T-U-P-A-R-L-E-S. Alors déjà, petit, ça me perturbait pas mal ce S à la fin, vu qu'on m'avait dit que le S était la marque du pluriel et qu'on m'obligeait en même temps à la mettre à la deuxième personne du singulier. Et encore aujourd'hui, j'ai une forte tendance à oublier de l'écrire, ce S. Du coup, on est allé voir un grand linguiste pour lui poser la question. Pourquoi on met un S à la deuxième personne du singulier? Il nous a répondu, c'est étymologique. Dans tu aimes, par exemple, on met un S à M parce que ça vient du latin amas. Mais vous remarquerez qu'en latin, on dit amas, alors qu'en français, on utilise deux mots. Tu aimes. Il nous a alors expliqué que le français, grosso modo, c'était du latin dont la finale des mots avait été réduite, rabotée, à cause de la prononciation germanique de nos contrées, qui articulait moins la fin des mots. C'est ce qui fait que amo, amas ou amat ont tous les trois donné M, avec la même finale. Du coup, c'est difficile de savoir de qui on parle. Alors on s'est mis à utiliser systématiquement des pronoms. J'aime, tu aimes, il aime, etc. Et depuis qu'on utilise le pronom tu,
toute l'information est prise en charge par ce pronom qui est toujours présent en français. En effet, on ne peut pas utiliser la deuxième personne de l'indicatif sans le pronom tu et en plus, il est pratiquement toujours collé au verbe. Le S de la deuxième personne de l'indicatif ne sert donc plus à rien. Mais attendez, messieurs, il y a une chose que je ne comprends pas. À l'impératif, il n'y a pas de tu. Oui, effectivement, il y a un mode dans lequel il n'y a pas de tu, c'est l'impératif. Vous savez, quand on donne un ordre, comme dans écoute ton professeur ou étudie ta leçon. Oui, pourtant, à l'impératif, il n'y a pas de S. Dans ferme-la, ferme ne prend pas d'S. Alors on est retourné voir le grand linguiste et il nous a répondu « c'est étymologique ». En latin, l'impératif c'est ama, sans S, qui donne aime, comme dans aime ton prochain. Pourtant, en rentrant chez nous, il y a encore un truc qui nous grattait un peu. Prends, du verbe prendre, ou fini. Ça prend quand même un S à l'impératif. Alors on est tout de suite retourné voir le grand linguiste pour lui poser la question, et il nous a dit, bon là vous commencez tout doucement à m'emmerder, mais il nous a quand même répondu, c'est... Étymologique ? Non, c'est pas étymologique, c'est un glissement. Un quoi ? Un glissement. Il n'y a pas de S à l'impératif en latin. Prends, ça vient de prende, fini, ça vient de fini sans S. Comme on avait l'habitude de mettre un S à l'indicatif, tu prends, on s'est mis à en mettre aussi à l'impératif, il a glissé de l'un à l'autre. Oui, bon, c'est une ancienne faute, quoi. Parfaitement. Mais en linguistique, on appelle ça un glissement. Donc si je résume bien, on doit mettre un S à l'indicatif, alors que ça sert à rien, et on doit en mettre une fois sur deux à l'impératif, alors qu'il n'y en a jamais eu en latin. Absolument. Et pour mange-en. Bon, sortez de mon bureau. Et voilà, avouez que quand vous avez appris ces règles à l'école, ça vous a un peu gratté aussi, puis avec le temps, vous avez arrêté de vous poser la question, vous avez fait confiance, vous vous êtes dit, je ne sais pas à quoi ça sert, mais il doit bien y avoir une raison, et non, il n'y a pas de bonne raison à toutes les règles de la grammaire française. Et maintenir cette règle-là, c'est un peu comme interdire de nettoyer les chiures d'oiseaux sur une flèche gothique. Et si vous trouvez que tous ces petits accidents sont beaux ou intéressants, êtes-vous sûr de vouloir continuer à les imposer à vos enfants ? Et surtout aux miens. À les sanctionner parce qu'ils ne reproduiraient pas d'anciennes fautes. Et si à l'école, on étudiait l'histoire de la langue précisément pour éviter d'en reproduire les erreurs. L'Académie ne fait plus autant référence à c'est pas beau, ça sonne mal, etc. Je crois que cet argument-là, il faut qu'on s'en débarrasse. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Bonjour à tous, vous venez d'entendre Daniel Salnave de l'Académie française. Et donc, grande nouvelle, l'Académie française, après avoir accepté des femmes dans les années 80, bon 9 sur 400 c'est pas fou mais c'est un début, après avoir soutenu la réforme de l'orthographe dans les années 90 et retourné sa veste brodée dès qu'elle s'est sentie lâchée par l'opinion publique, après avoir tout récemment entériné la féminisation des noms de fonctions et de métiers 30 ans après le Québec et la Belgique, l'Académie française a enfin décidé de laisser tomber cet argument boiteux et si longtemps brandi pour combattre toute forme d'évolution linguistique, le tristement célèbre « c'est laid ». Autrice, ambassadrice, c'est laid. Abîme sans circonflexe, c'est moche. Les anglicismes, ça choque l'oreille. Ouais, et l'écriture inclusive, ça ferait saigner les yeux. Oui, l'argument qui confère à notre langue une dimension esthétique est un lieu commun. La beauté est par exemple souvent invoquée pour défendre l'orthographe. L'orthographe du français serait belle. Un chapeau sur le mot cime donnerait une dimension visuelle au mot. On y apercevrait le sommet d'une petite montagne. Bernard Pivot affirmait un jour, un typhon avec un seul F n'est qu'une petite tempête. Bon, moi, à ce jeu-là, c'est le jet d'amygdale qui m'est toujours resté en travers de la gorge. Alors moi, j'ai toujours vu une paire de testicules dans les deux hauts de zoophile. Bon, plus sérieusement, la linguistique distingue les langues idéographiques des langues alphabétiques. Le chinois fait en effet apercevoir la trace d'une montagne dans le caractère chinois qui désigne la montagne. Le français, lui, est alphabétique. Pas de trace de signifié dans le signifiant. Les roues qu'on aperçoit dans le mot locomotive ne sont dues qu'au hasard et le P du mot pipe ne se fume pas. Ce qui fait qu'on apprécie une forme écrite, c'est souvent l'habitude. Si vous aviez appris une autre forme, vous y seriez tout autant attaché. C'est étrange, on trouve toujours que les formes existantes sont belles et que les formes nouvelles sont laides. En fait, on trouve beau ce qu'on connaît. Oui, les formes nouvelles interrompent la lecture. Les efforts qu'on doit fournir pour s'y adapter sont perçus négativement, comme un caillou dans la chaussure. Par contre, si on considère ces nouvelles formes comme souhaitables, alors on s'en accommode très vite. On peut même parfois les revendiquer, mais là, on glisse de l'esthétique vers le politique. Alors on peut aussi trouver que c'est beau parce que c'est compliqué. On peut appeler toutes les absurdités de l'orthographe des subtilités. Ce qu'on valorise alors, en réalité, c'est le sens de l'effort, pas la beauté de l'orthographe. On défend des formes qu'on a appris dans la douleur. Apprise. Ou avec lesquelles on a été valorisé.
Au-delà de l'orthographe, il y a la beauté de la langue orale. Yves Duteil chante la beauté de notre langue en la plaçant au cœur de ses accents. On imagine qu'il parle du marseillais ou du ch'ti, plus que du circonflexe. La langue serait donc particulièrement chantante. Bon, chantante, il faut le dire vite. Vous connaissez la citation de John Lennon. La pop française, c'est comme le vin anglais. Ça existe. En même temps, le garçon, il pensait qu'il était plus connu que Jésus, alors... Même si la sonorité de cette langue ou de certains accents peuvent avoir des connotations qui varient d'une culture à l'autre, personnellement j'ai toujours préféré l'opéra en italien et le sexe en allemand, mais c'est vraiment une question de goût. On nage en pleine subjectivité. En fait, quand on dit d'une langue qu'elle est belle, on sous-entend quand même toujours un peu qu'elle est plus belle que les autres. En anglais par exemple, pour excuser sa grossièreté, on dit « Pardon my French ». Tout laisse à penser aujourd'hui que la langue française va très mal. Quoi, le vocabulaire se rabougrit, la syntaxe s'effondre, le globish des exemples, s'il vous plaît. Des exemples. à une vite. Ah bah des exemples, mais des exemples. Ce fonds de commerce réactionnaire me fatigue. Oh. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Bonjour à tous. Oh, ce oh de Finkielkraut quand le grand linguiste Bernard Cerchiglini lui parle de son fonds de commerce réactionnaire. Ce « oh » offusqué, c'est celui d'une bonne partie des Français aujourd'hui. Finkielkraut, c'est quand même le type qui ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout haut. Alors aujourd'hui, on est venu avec une bonne nouvelle, Laetitia, pour tous les amoureux de la langue française. Le français va très bien. Le vocabulaire ne se rabougrit pas, la syntaxe ne s'effondre pas, le français n'est pas en train de disparaître. Ok, donc tout va bien. Oui, sur environ 3000 langues mondiales connues, le français occupe la 5e place et le nombre de ses locuteurs est en perpétuelle croissance, 10% de plus depuis 2014. Elle est la langue officielle de 37 États et reste dès lors la 2e langue du monde sur le plan géopolitique. Cela dit, ce n'est pas parce que le français progresse dans le monde qu'il ne peut pas s'appauvrir dans l'usage qu'on en fait. Cet appauvrissement aurait plusieurs causes. La première serait l'invasion des anglicismes auxquels on a déjà consacré une chronique. N'hésitez pas à la podcaster. S'ajoute à cela l'influence négative des langues de l'immigration ou encore de la langue dite des jeunes. Prenons l'arabe par exemple. À toutes les époques, le français a emprunté des mots à l'arabe. Et vous avez des exemples ? Oui, par exemple le mot abricot, gilet, nénuphar ou alcool. Et plus proche de nous, caïd ou kif. Mais le vocabulaire, c'est la partie mobile de la langue. Et aucune étude linguistique sérieuse n'a pu mettre en évidence la moindre influence de l'arabe sur les structures profondes du français contemporain. Ni dans la presse, ni dans l'administration, ni même dans le français usuel. Le vocabulaire, ça fonctionne comme le renouvellement des cellules. Il est aujourd'hui marqué par une extraordinaire productivité, par exemple des terminologies techniques. Et il réactualise aussi en permanence des usages anciens comme le mot bouquin, daron ou encore roupiller. Mais si le vocabulaire se renouvelle en permanence, les structures syntaxiques du français, donc l'ordre des mots dans la phrase, sont quant à elles extrêmement stables. Et la syntaxe, c'est ce qui fait la véritable architecture d'une langue. Par exemple, la phrase « mignonne, voire rose, si allons éclose matin, ce était qui ?» nous semble totalement incompréhensible, bien que nous en possédions tout le vocabulaire. Par contre, si je vous dis « j'ai souqué les artimuses en friloutant les créfitions de Vératine », vous ne possédez aucun des mots de vocabulaire qui composent cette phrase, mais vous la percevez probablement comme plus française que la précédente. La syntaxe, c'est l'ADN de la langue. Enfin, et pour être complet, sur le plan morphologique, le système de création des mots est extrêmement efficace en français. Les gens disent buzzer ou kiffer. Eh ben moi je dis teaser par exemple. Eh bien, il n'y a pas plus français que de rajouter ER à la fin d'un mot pour en faire un verbe. La richesse de notre langue est dans les processus de fabrication. Et ces processus vont très bien, merci. Tout le monde les utilise, tout le monde fabrique du français en disant podcaster, blédard ou ubérisation. Finkielkraut, il n'est pas amoureux de la langue française, il est amoureux de sa langue française. Son propre état de langue qui serait supérieur aux autres. Toute évolution est vécue comme une dégradation. C'est toute la différence entre défendre et promouvoir. Ça n'est pas que le français se détériore, c'est qu'il lui échappe. Et ce déclinisme constitue bel et bien, comme le dit Cerchiglini, un véritable fonds de commerce. 1909, Gustave Lançon publie La crise du français. 1923, Le français langue morte par André Terrive. 1931, Contre le massacre de la langue française, André Mouflet. 1971, Les linguicides de Grandjouan. 1976, Et la France, ton français fout le camp de Jean Thévenot. Et enfin, 2016, Jean Maillet, La langue française, le massacre continue. Depuis le temps que le massacre continue, on se demande vraiment comment on arrive encore à se comprendre.
Chercher et enseigner, ce sont deux choses différentes. Pourtant, lorsqu'il s'agit de questions linguistiques, on demande aux profs de français. Puis on demande aussi aux journalistes, aux éditeurs ou aux écrivains. Puis par contre, on demande pas ou quasiment jamais aux linguistes. Les sciences du langage, c'est pas un concours de Scrabble. Non, en vrai, un linguiste, c'est quelqu'un de parfaitement normal. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Bonjour à tous. On a beaucoup critiqué les académiciens en invoquant leur amateurisme et aussi un peu leur goût du déguisement et en rappelant que ceux-ci ne sont pas linguistes. Oui, en même temps, nous non plus. On a fait des études de linguistique pour devenir prof de français, mais on n'est pas dans la recherche. On n'étudie pas la langue au quotidien et on s'est contenté de lire les linguistes et de faire des blagues. Alors aujourd'hui, on voulait rendre hommage à ces gens qui travaillent dans l'ombre, sans se déguiser, sur des trucs dont on n'a pas idée. Par exemple Par exemple, subordination inverse et inversion subordonnante de Dan Van Ramdonk ou regroupement des structures de dérivation lexicale par raisonnement analogique de Sandrine Hollinger. Bon, c'est vrai que ça claque moins que le suicide français. Et du coup, on comprend aussi qu'on les invite moins souvent sur les plateaux télé. Ah oui, ça c'est vraiment dommage. Et donc on voulait terminer par une grande déclaration d'amour. Une déclaration d'amour à Jean-Marie Klinkenberg, président du Conseil de la langue de Belgique, notre ancien professeur. Ses travaux ont contribué à changer en profondeur l'histoire de la sémiotique. Alors, la sémiotique, c'est l'étude de comment un truc fait pour avoir du sens. C'est vous dire si c'est important. Son bouquin, La langue dans la cité, nous a ouvert les yeux sur les rapports étroits entre la langue et la politique. Une déclaration d'amour à Philippe Blanchet. Philippe, il nous a raconté qu'à l'école primaire que fréquentait sa grand-mère à Marseille au début du XXe siècle, les petites filles surprises à parler provençal devaient nettoyer les toilettes. Et les récidivistes y étaient tirés par l'oreille et contraintes à lécher les toilettes puisqu'elles avaient, ouvrez les guillemets, déjà de la merde dans la bouche. Ah non, c'est dégoûtant ça. Alors Philippe Blanchet est devenu professeur de sociolinguistique à l'université Rennes 2. Aujourd'hui, c'est le grand spécialiste des questions de discrimination par la langue. On vous recommande fortement son ouvrage Combattre la glottophobie. Une déclaration d'amour à Maria Candea et Laëlia Véron, les deux linguistes qui ont écrit ce bouquin formidable, Le français est à nous, dont on vous a déjà beaucoup parlé, et qui sont en train de foutre un beau bordel sur Twitter pour contrer tous les arguments poussiéreux et les vieilles représentations patrimoniales de tous les tartuffes et autres grammaires nazis de la toile. Une déclaration d'amour à Eliane Viennot, la grande bouffeuse d'académiciens, et qui se fait appeler professeuse d'université pour afficher sa détermination à rendre au féminin sa juste place dans la langue française. Une déclaration à Médéric Gasquet-Cyrus de l'université d'Aix-Marseille, qui, au-delà du fait qu'il a un nom à piloter Goldorak, s'est spécialisé dans l'étude des accents. Alors pas les accents graves ou les accents aigus, non, la manière dont les gens prononcent le français à Marseille, à Bruxelles ou à Paris. Enfin, il n'y a pas d'accent à Paris. Non. Une déclaration à Marc Wilmet pour entrer à l'université. J'avais passé tout l'été à me taper la grammaire de Grévis, le bon usage. Je m'en souviens très bien, c'était la Coupe du Monde en 1998. J'ai raté tous les matchs, du coup je ne sais même plus qui l'a gagné cette Coupe du Monde, Laetitia. Ah bah, c'est pas très compliqué, ce sont les mêmes que l'an dernier, hein, voilà. Les Belges. L'année suivante, Marc Wilmet a pris un malin plaisir à défoncer Grévis. Ça c'est faux, ça c'est n'importe quoi, ça marche pas du tout. On lui doit énormément. Il nous a quittés il y a pas longtemps et on voulait saluer sa mémoire. Et puis il y a Dan Van Ramdonk, qui est aujourd'hui la référence en matière de nouvelle grammaire, avec qui on est devenu potes. On l'a un jour vu mimer l'extensivité extensive des déterminants en faisant semblant de sortir des pingouins d'une valise. Il avait bu. Et puis, il y a tous les autres. Il y a André Chervel, le pourfendeur du mythe de la grammaire scolaire. Bernard Serkiglini, le patron, le boss, quoi. Un des rares qui passe encore à la télé. Ah oui, je vois très bien, ouais. Philippe Amby, le sociologue au débit de parole infernal. Marie-Louise Moreau, qui, sous son apparence de grand-mère attentionnée, est peut-être la plus punk de tous. Linguistica, ce youtubeur qui fait comprendre en un quart d'heure ce qui nécessite normalement la lecture de 12 livres. Alors si vous cherchez un endroit par où commencer dans la linguistique, allez-y tout de suite, c'est super. Ou encore Christophe Benzitoun, super militant, et Sandrine Hollinger qui passe la langue dans des machines, vous pouvez même pas imaginer ce qui en sort. Bref, aujourd'hui on voulait vous encourager à lâcher un peu les éditorialistes et les vrais faux penseurs médiatiques pour aller lire les linguistes. Un petit peu pour qu'ils nous excusent de leur avoir tout piqué, c'est vrai, mais aussi parce qu'on est convaincu que le jour où le grand public s'emparera vraiment de leurs travaux, les francophones réaliseront avec bonheur que la langue est libre et indomptable, toujours changeante, jamais austère et surtout que cette langue, elle n'appartient qu'à eux. Tu parles d'Août et Piron. Merci les amis. Merci également à Claire Destacan qui a assuré la réalisation de ces chroniques.